fait hey Polo, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bonjour Coralie. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette première émission de Nouvelle Donne. Comme le disent nos militants, ce qui nous motive, c'est une nouvelle façon de faire de la politique. Il paraît que c'était une fois, la croissance reviendra. Si elle ne revient pas. Découvrons donc notre premier sujet sur la croissance avec Dominique Méda. Bonsoir Dominique. Bonjour. Alors, j'arrive du boulot, je m'installe en vitesse. Si tu veux bien, je retire ça déjà, on va être plus à l'aise et ça va être mieux. D'accord. Hop là, la cravate, c'est fini. On s'arrête à la cravate. Voilà, allez, juste un bouton ou deux et c'est parti. Alors, donc Dominique, je vois que justement tu as avec toi ton livre qui s'appelle La mystique de la croissance. Et je pense que peut-être pour parler de ce thème-là, donc la croissance ou L''A croissance, peut-être que ça serait bien que tu nous fasses un petit déroulé, comme une fiche de lecture résumée de ton livre pour le militant de base que je suis. Volontiers. Peut-être on peut commencer par cette idée qu'il y aurait une mystique de la croissance. Donc une mystique, c'est une croyance un peu à la fois passionnée et irrationnelle. Oui. Et ce qui me semble très clair, c'est qu'aujourd'hui, depuis bien longtemps, on continue à avoir une croyance passionnée et irrationnelle dans la croissance. On observe partout des responsables politiques qui font des prières pour que la croissance revienne. Pourquoi? Parce que la croissance serait la source de l'emploi, ou la condition nécessaire de l'emploi, de l'amélioration des conditions de vie et finalement du progrès. Donc la croissance est l'espèce de sésame qui tirerait derrière soi tout un tas de bonnes choses. Et alors pourquoi la mystique, ou pourquoi est-ce qu'il faut bien mettre les choses à plat et réinterroger un peu nos croyances? D'une part parce qu'on a une baisse tendancielle des taux de croissance depuis la fin des années 60. Donc on est passé de la première décennie de 6%, 5%, 4%, et puis on voit aujourd'hui. Donc c'est très curieux qu'on continue à avoir le même discours, à en appeler à la croissance, alors qu'on a cette baisse tendancielle. Certes, la croissance nous a apporté d'énormes bienfaits, alors je ne vais pas tous les citer, la baisse de la mortalité infantile, des conditions de vie vraiment considérablement améliorées, on ne peut pas remettre ça en cause. Mais il faut reconnaître qu'en même temps, cette croissance, elle a apporté des maux sociaux, par exemple tout ce qui peut concerner la sphère du travail, de la qualité du travail, et puis bien sûr des maux environnementaux. Et ça, je crois que c'est de plus en plus clair aujourd'hui. Quand on regarde les courbes, la courbe du PIB, et je ferais mieux de faire pour nos lecteurs la courbe du PIB comme ça, avec une augmentation exponentielle des années 1850 à aujourd'hui. Oui. Eh bien, c'est la même que la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Exactement la même chose, la même forme. Donc une explosion des émissions de gaz à effet de serre, et donc celles qui vont générer le changement climatique, qui entraînent un gros risque climatique avec elles, mais aussi l'acidification des océans, la réduction de la biodiversité, les pollutions, toute cette série de choses, c'est accroché à la croissance. Donc peut-être que vouloir la croissance à tout prix, c'est pas non plus une bonne chose, et peut-être qu'on est arrivé maintenant à un moment où il faut qu'on reconsidère notre rapport à la croissance et qu'on comprenne que dans la croissance, il y a du bien, mais il y a aussi du mauvais. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette contradiction. On est dans une énorme contradiction, puisque d'un côté, on nous dit que pour résoudre la crise économique et la question sociale, l'emploi est absolument majeur, il faut de la croissance. On nous dit en gros, il faudrait 1,5% de croissance pour manger sur le chômage. Et puis, d'un autre côté, on n'en a pas, et en plus, on nous dit qu'elle est mauvaise. Et je crois qu'on commence à comprendre que un taux de croissance trop fort, le taux de croissance des 30 Glorieuses, c'est vraiment mauvais. Mauvais pour l'environnement, mauvais pour le social. Donc comment on fait? Ça veut dire qu'il faut complètement changer de régime, il faut changer de paradigme, il faut changer de cadre de représentation. Quand je dis changement de paradigme ou changement de système, c'est qu'en effet, on est dans un système. On est dans un système, par exemple, où, depuis le XVIIIe siècle, on considère que les individus sont tenus ensemble grâce au travail.
que le travail, après tout, c'est un moyen formidable de les tenir arc-boutés vers un objectif. C'est un moyen formidable de détourner la violence. Si chacun apporte sa contribution à la production et qu'on peut calculer exactement quelle sera sa rétribution, si le travail est une quantité divisible, par exemple, alors on a un ordre social qui tient parfaitement. Personne ne peut le remettre en cause. Et quand je parle d'ordre social, mais il y a ça, mais il y a plein d'autres choses. Par exemple, quand on parle de changer de paradigme, le rapport homme-nature qui a considérablement changé, par exemple, depuis les Grecs. C'est-à-dire cette idée que la nature, c'est quelque chose qui est en face de nous, une vaste étendue, divisible, manipulable, avec un sujet tout-puissant, un esprit qui est en face de cette nature et qui peut la dominer. Un peu l'injonction qui est dans la Bible, hein, tu assujettiras les autres espèces. Donc un homme qui est transcendant à la nature et qui peut, d'une certaine manière, qui a le droit de la mettre en forme, de la modeler, de l'humaniser d'une certaine manière. Donc c'est avec tout ça qu'il faut rompre. Plus, il faut rompre aussi avec nos conventions comptables, avec le fameux produit intérieur brut. Le fameux, voilà. Le fameux. Parce que on quand a aussi tous dans la tête comme notre fétiche. Injonction. Oui. Mais alors, ça, c'est quand même... Alors d'abord, c'est une invention assez récente, les années 30-40. Une invention qui sert à mesurer la puissance, à comparer la puissance des pays. Quoi. Regarde, j'en ai un plus gros que toi. Quel est le message délivré par le PIB? C'est « vous devez consommer ». Consommer, c'est un devoir social parce que dans le produit intérieur brut, il y a l'investissement, la consommation. Donc voilà, c'est les ça permet d'accroître tout ça. Moteur de la croissance. Moteur de la croissance. Et donc consommer, c'est bon. Donc ça veut dire qu'il faudrait changer tout. Et quand je dis changer d'indicateur, c'est aussi changer toutes nos... Voilà, toutes nos conventions comptables, toute notre comptabilité publique sur laquelle on repose, tous nos raisonnements économiques. Or, l'économie et le raisonnement économique ont pris une place de plus en plus importante dans notre société. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que vraiment, les vrais conseillers du prince, ce sont les économistes. C'est tout ça dont il faut se séparer. Et puis après, c'est exactement d'ailleurs ce que disait la commission Stiglitz. Quels autres indicateurs mettre à la place ? Quelle est ma vision du monde et qu'est-ce que je pense central pour le bien commun et pour le maintien, l'inscription dans la durée de la société. Et moi, il me semble que l'essentiel là-dedans, c'est l'état de mon patrimoine naturel, est-ce qu'il va supporter les générations futures encore longtemps, et ma santé sociale, c'est-à-dire est-ce que je suis une société bien liée, avec pas trop d'inégalités, avec l'ensemble des personnes qui accèdent à un revenu convenable, à un travail convenable. D'accord. Nous, on se sent prêt à vivre mieux, à avoir moins de conflits sociaux, moins de disparités peut-être économiques, et donc on aimerait qu'on nous dise, voilà, la croissance c'est fini, cherchons une croissance différente. Pourquoi eux restent, je reviens là, pourquoi tu penses qu'ils restent bloqués là-dessus? Cette mystique, quand est-ce qu'on leur dit que Dieu est mort? C'est un dogme, Ouais. En effet. Et ça, c'est très difficile de se débarrasser des dogmes. Mais qu'est-ce qu'il faudrait, un choc, une crise? Je trouve que ta question est intéressante parce qu'elle nous fait réfléchir aussi sur le personnel politique. Le personnel politique, en ce moment, celui qui est au gouvernement, il est plongé dans l'urgence. Donc il prend c'est le plus impliqué dans les outils qui existent d'une certaine manière, avec les 3%, donc la il dette, prend pas le temps d'inventer etc. autre chose. Tu veux dire Impossible d'inventer autre chose. Et puis, il y a quand même autre chose, c'est que comment ont été formées ces élites, quoi. Elles sont principalement passées par l'ENA. Moi aussi, je suis passée par l'ENA, mais on boit le petit lait de l'économisme le plus échevelé, quand même. Et on est au cœur de ce ce qui a été inventé, en effet, comme convention. Et je crois que ces écoles qui forment... Alors, il n'y a pas que l'ENA, je pense qu'il y a HEC, il y a toutes les... sûrement Polytechnique aussi, toutes les écoles qui forment ce qu'on appelle les élites aujourd'hui, c'est vraiment les endroits où on vous invite le moins à être critique. Et pourtant, quand justement... C'est pas seulement, tu vois, non mais je crois que c'est pas seulement de la reproduction sociale, c'est de la reproduction intellectuelle, c'est-à-dire que je ne crois pas que
c'est de ces endroits que peut venir la remise en cause radicale des conventions dont on a besoin. C'est vraiment juste ce formatage. Alors, il y a ça, mais après, il y a un chemin, il y a des obstacles. Ouais. C'est très difficile. Le changement, passer d'un état à un autre, il ne faut pas se perdre en route. Il faut du courage aussi. Il faut du courage, il faut un chemin. Il faut que toutes les étapes soient bien définies. Il y a cette question centrale, alors je suis d'accord avec toi, il faut du courage, parce que il faut dessiner, je crois qu'il faut être capable de dessiner un futur, voilà, dire voilà, en 2050 on veut être là, et qu'est-ce que ça veut dire à partir d'aujourd'hui si on veut y arriver. Moi, je pense qu'il faut refaire des plans, sans doute, enfin une autre manière, une manière peut-être plus moderne, mais je crois beaucoup aux plans, un peu comme quand on est sorti de la guerre et que Beveridge nous disait, ben voilà, il faut bien tout réorganiser, quoi. Parce que là, c'est un véritable... Le plan, c'est avoir une vision, au fond. Voilà, avec une vision. Et je crois aussi que c'est un véritable effort de guerre parce qu'on va devoir fermer des secteurs et en ouvrir d'autres. Moi, j'appelle ça la reconversion écologique de la société. Mais donc, ça veut bien dire... Peu à peu, on ferme des secteurs, assez vite, tous les secteurs producteurs d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution. Sans doute qu'on revoit radicalement notre agriculture, moins de pesticides, moins d'engrais. Alors après, si on veut le faire internationalement, c'est compliqué, parce qu'il faut que quelqu'un fasse respecter ces normes. Alors il y a un organisme qui s'appelle l'Organisation internationale du travail. Ben, je pense que ça serait à elle de le faire. Hein. Ce qui est quand même fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, l'OMC a des pouvoirs de sanction pour obliger les gens à ne pas faire obstruction exactement, au libre-échange, au commerce, mais l'OIT n'a pas ce pouvoir de dire non, vous ne pouvez pas produire comme ça, c'est interdit. Oui, l'OIT a finalement maintenant une valeur plutôt statistique. Ils produisent des chiffres. Ils font des choses, ils font des conventions, mais encore faut-il que les pays acceptent de ratifier des conventions. Bon, là, il faudrait une véritable autorité pour l'OIT, et puis une véritable autorité aussi au niveau environnemental, qui fasse respecter tout ça. Alors après moi j'aime beaucoup la réflexion de Jean Gadret sur tout ça, parce que je reviens à la question de l'emploi et du travail. Qu'est-ce qu'il dit, Gadret? Il dit, si on produit plus propre, socialement et écologiquement, alors il faudra plus de travail. Alors ça, c'est très très intéressant. Il faudra plus de travail. Pourquoi? Parce que si je mets moins de pesticides et moins d'engrais, ben, ça va me prendre plus de temps. Donc il faudra plus de gens dans l'agriculture, certainement avec une agriculture radicalement différente. Là, tu vas en guerre contre la productivité, alors c'est ça? Évidemment, évidemment. Et d'ailleurs, alors il a une autre formule à laquelle j'adhère complètement, et je pense qu'il faut qu'on mette ça au cœur de notre réflexion. Hein. Il dit qu'il faut arrêter de chercher à faire des gains de productivité, ce qu'on a appris à l'école depuis qu'on est tout petit. Il faut faire maintenant des gains de durabilité et de qualité. Et puis, quand même, dernière chose, je pense qu'on peut faire ça que si on redistribue massivement les revenus. Pourquoi? Parce que tu pourras embarquer dans ta réflexion et dans ton changement, tu pourras embarquer les gens qui n'ont rien et donc qui veulent consommer. Uniquement si tu leur redonnes un peu de pouvoir d'achat pour qu'ils sortent un peu la tête de l'eau et qu'ils puissent, comme tout le monde, participer au débat public. Et d'avoir du temps de réflexion, effectivement. Exactement. Temps de réflexion que nous aurons acquis en réduisant encore le temps de travail. D'accord. Bon, bah écoute, formidable. Après la cravate, je crois que on commence la révolution la philosophique dont on parlait. Je tombe la veste. Voilà, je savais bien que ça allait se dégrader quand même. Voilà. Hein. Après les 2 boutons, c'est la veste qui arrive. Écoute, merci Dominique, vraiment c'était passionnant. Merci à toi. Et je pense que ça nous a éclairci sur pas mal de points. À Nouvelle Donne, nous avons des solutions. Avec nous, les riches restent riches, juste un peu moins. Oui, Jean-Daniel, on n'est pas contre la richesse, on est contre la pauvreté. On a voulu libérer le travail des ouvriers. On a construit des robots. Ben, l'ouvrier, il a plus de boulot. Ah, Coralie, on nous annonce en régie le déviseur du mois qui va nous parler du fameux pouvoir d'achat. Ah, le pouvoir d'achat, ce dont on parle tous les jours. Mais qu'est-ce que le pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, pour moi, vous savez, c'est acheter le dernier smart, dernier cri à crédit. Ça, c'est super. J'ai un super pouvoir d'achat, moi. Et tout le monde me désire. Le pouvoir d'achat, pour moi, c'est d'acheter sur 3 ans la voiture de mes rêves et d'en changer tous les 2 ans. Ce qui fait qu'on se fait racheter son crédit et qu'on reprend un crédit encore plus gros encore et encore plus gros. Mais non, non, ne serait-ce pas plutôt essayer de bien manger? Ah ouais, ce serait bien ça aussi, d'être bien logé, d'avoir quelque chose pour vivre,
Et puis des moments pour se reposer et se divertir. C'est clair, ça a l'air plus sympa que tous les calculs à la con qui m'angoissent, hein. Le pouvoir d'achat, n'est-ce pas finalement surtout la recherche du pouvoir de vivre bien? Ce que veut Nouvelle Donne, c'est contribuer au bien vivre. Et pour que chacun puisse profiter de ce bien vivre, il faut partager. Le partage, c'est l'avenir. On ne peut pas faire autrement. Et ce n'est pas dangereux de partager, hein? Cela nous amène à notre second sujet du jour, Coralie, le partage du temps de travail. Écoutons Jean-Marie Perbost sur ce sujet. Je l'adore. Bonjour Ali, tu me donnes un petit café s'il te plaît? Je vous connais, vous? Ouais, je vous ai vu, non pas à la télé, sur Internet. Ah bon? Vous avez fait une petite conférence très sympa, très claire, sur le partage du temps de travail. Ah oui. Pour un nouveau parti, pas mal du tout là. Oui, c'est possible, ouais. Effectivement, il y en a. Bon, je peux vous poser une petite question du coup? Je peux vous déranger tant que je vous ai sous la main hein? Ouais. Alors, déjà, vous parlez toujours du même exemple là, Maminova Fleury-Michon. Ouais. C'est fiable? C'est faisable maintenant ça? Ah oui, Alors, et deuxième petite question, hein, comme ça, tant que je bois mon café, vous me répondez. Alors, et pareil, alors, pour les boulots comme le mien, là, c'est vrai qu'on est passé aux machines, etc. Donc, ok, il y a eu des gains de productivité, etc. Et puis, mon boulot à moi, il est dur. Dans la rue, c'est dur. Donc, du coup, on peut le partager facilement. Mais les cadres au bureau, c'est pas aussi simple que ça. Les 35 heures, c'était le bordel de... Tout le monde ne peut pas passer aussi facilement. Ah oui, c'était un peu la pagaille, ouais. Alors, le Fleury-Michon d'abord, Marinova, tout ça. Ah mais ça c'est fiable à fond. Pourquoi? Parce que c'est pas une légende qu'ils y seraient passés ou que peut-être ils y sont passés il y a plus de 15 ans. Et donc en plus, on a le recul pour voir comment ça s'est passé. Et ça s'est bien passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des entreprises, quand vous allez dans un supermarché, Jambon Fleury-Michon, eh ben, ils se vendent comme les autres. Et ils sont même numéro 1 de leur secteur. Et pourtant, la plupart de l'entreprise ne bossent que 32 heures par semaine, 4 jours par semaine. À l'époque, c'était la loi Robien, ça s'appelait, député à l'époque. Et ben, ils avaient donné des exonérations de charges, ils leur ont enlevé des charges qui font que ça leur coûtait pas plus cher. Donc en fait, eux, ils passent à 4 jours et en échange, l'État, il leur enlève des charges. C'était gagnant. Et ils ont embauché 12-13% de personnes en plus. Alors ok, mais du coup, si ça marche depuis 15 ans, pourquoi les autres, ils sont pas passés au même truc? Alors, il y en a d'autres qui sont passés. Environ 400-500 boîtes qui sont passées à 4 jours. Et puis ensuite, ça c'était fin des années 90. Hein. Et à ce moment-là, il y a les lois Aubry qui arrivent et qui prend le problème d'une autre manière avec les 35 heures. Ça a eu du bon, ça a créé un peu des emplois, mais ils ne sont pas pris de la bonne manière. Ça a été la pagaille dans les hôpitaux, ça a été, comme vous dites, la pagaille pour les cadres. Bon, et du coup, ça s'est arrêté là. Le mouvement s'est arrêté là parce qu'ensuite, la droite est arrivée. Ils ne savaient pas trop quoi dire, il y a eu la dissolution. Donc ils ont dit, en fait, on va taper sur les 35 heures, parce que le temps de le mettre en place, c'était un peu la pagaille. Il y avait une petite opportunité politique de pouvoir taper dessus. Ils tapent dessus, ils gagnent. Donc la droite dit, quand on tape sur les 35 heures, on gagne. On continue. Et la gauche dit, quand on fait les 35 heures, on perd. Donc on arrête. Et le débat, il s'est figé là depuis 10 ans. Donc il y a ces deux camps qui se sont figés. Mais heureusement, il y a des partis comme Nouvelle Donne, par exemple, qui disent, si, on peut, non seulement il faut en reparler, mais en plus, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre choix. Ils ont essayé tout le reste avec leur vieille lune et la croissance, la compétitivité. Ils sont au bout de ce truc qui ne marche plus. Mais ils n'osent pas réinventer, réouvrir les choses. Donc il faut en reparler. Bon, donc c'est viable, ça me rassure. Ah oui, ça marche. Et alors, la petite question, alors pour les cadres, comment on fait? Les gens qui ont de la réflexion, de la créativité et qui peuvent peut-être pas forcément morceler leur travail, quoi. Ouais, mais ça c'est... On dit 4 jours parce que la majorité des gens, leur rythme de travail naturel, c'est la semaine. Donc pour simplifier, on dit 4 jours. Mais en fait, c'est 4 jours à la carte. On ne va pas aller perturber les gens, on ne va pas changer leur façon de travailler pour faire passer une mesure. Donc pour beaucoup de gens qui travaillent en mode semaine, ça va ressembler aux 4 jours par semaine. Et puis pour ceux qui travaillent, qui ont des rythmes à l'année, les chercheurs, des cadres, etc., ça va être 4/5e, mais à la carte. Il faut que ce soit négocié, il faut choisir. On ne va pas aller mettre une nouvelle fois la pagaille comme il y a eu pendant les 35 heures. D'accord. Ouais. Du coup, on prend son temps, on fait de la pédagogie, quoi, finalement. On fait de la pédagogie avant pour l'expliquer, ensuite on fait de la négociation, et ensuite on prend le temps de le mettre en place sur un rythme qui est adapté à chaque secteur. Si on veut le faire pour les infirmières, il faut 2 ans pour former les infirmières, parfois 3. Donc si tout de suite on le fait passer, il en manque des infirmières. Donc si on dit il faudra là aussi y passer, on sait à l'avance qu'il faudra prendre 2 ou 3 ans. Donc dans chaque secteur,
on va prendre son temps, mais on va le faire. D'accord. Super, hein. Je retourne bosser, j'ai dû marcher là. Eh ouais, bah ouais. Mais merci, hein, Bonne journée. Et je peux vous poser une petite question moi aussi, parce que j'ai pas vu le truc sur internet, là, la conférence que vous avez fait là. Ouais. Mais du coup, vous pouvez me faire un petit résumé Pourquoi Alors, partage du temps de travail, c'est si indispensable que ça? Ah ouais, y a pas, si on veut vraiment s'attaquer au chômage, on peut faire d'autres trucs, hein, mais ça aura un effet comme ça. Le gros effet, il n'y a plus le choix maintenant, il faut faire ça. L'idée de base, c'est que là, depuis 30 ans, 40 ans, il y a de plus en plus de machines. Bah là, vous avez une machine qui fait du café, c'est plus rapide il y en a partout des machines. Bon. Oui, et puis pour le collègue, effectivement, il y a ces machines à lui pour nettoyer la rue, tout ça. Pour nettoyer la rue, ils ont des trucs automatiques. Il y a tellement de machines qui sont arrivées partout. Hein. C'est-à-dire que dans l'agriculture, dans les services, dans l'industrie, il y a des robots, des machines, des logiciels, etc. Et ben on arrive à produire la même chose, voire un peu plus, mais avec moins de monde. Et comme la population active, les Français ils continuent à faire des bébés, il y a du monde qui se présente pour travailler, mais il n'y a plus assez de travail. Alors on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va pas les casser les machines. Et puis la plupart du temps, les machines, elles aident aussi les gens à certains métiers, à ce qu'ils soient moins pénibles. Sûr, ça file des coups de main. On est plus intelligent, on travaille plus vite, on s'organise mieux. Bon, à la base, c'est un progrès. De toute façon, c'est là. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il n'y a pas de boulot pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une personne sur 10 qui est au chômage. Bon, c'est absurde. Et donc du coup, on s'est dit, non, on va faire comme on a fait avant. Qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? Au début, où on attaque, on travaille 7 jours sur 7. On travaille 12 heures par jour. Puis des machines arrivent, nous permettent de plus travailler le dimanche. Et puis le siècle, il avance, et d'autres machines arrivent et nous permettent de plus travailler le samedi. Et puis d'avoir des vacances, des congés payés. Bon. Et là, il y a eu une nouvelle vague qui est arrivée de machines. Pas seulement Internet, pas seulement les robots industriels, il y en a partout. Dans les banques, les guichets automatiques, il y en a partout. Et face à cette vague-là, on pourrait travailler moins. On fait comme s'il n'y avait pas les machines, on continue à travailler comme avant, mais la conséquence, c'est 5 millions de chômeurs. C'est absurde. Et alors du coup, là, quand tu expliquais aux potes l'histoire de Fleury Michon Marinova, ça veut dire que quand même si on partage le travail, ça va faire des économies pour les chômeurs qui sont un coût, mais globalement, dans la balance, on va quand même y gagner. C'est viable, enfin, en fait, l'idée, c'est qu'on fait ça, on dépense rien. Ouais. Aujourd'hui, là, tous les mois, il y a de l'argent qui arrive des caisses sociales qui tombent, qui est utilisé pour donner des allocations aux chômeurs, les prestations. Et puis il y a de l'argent qui est utilisé pour les accompagner, pour les former, pour qu'ils aient des services moins chers, comme les services de transport, etc. Donc tous les mois, cet argent-là, de toute façon, il est dépensé. Et nous, on dit, c'est absurde de dépenser de l'argent pour l'inactivité. On va prendre cet argent-là, le même, on n'en dépense pas en plus. On prend le même et on le donne aux entreprises à condition qu'elles l'utilisent pour embaucher. Il n'y a pas de fuite en avant de la dépense publique, pas du tout. On le déplace simplement. D'accord. Ouais. Bon, super. Ça marche. Excusez-moi, je peux vous embêter encore par une petite question là? Oui. Parce que du coup, j'ai entendu là, ce que vous disiez. Si j'ai bien compris, et puis avec des trucs que j'ai lus d'avant, en gros, vous dites que c'est un peu inéluctable, quoi. C'est que tout le XXe siècle, le temps de travail a diminué, et qu'en plus, vu un peu la misère, le chômage, avant que ça pète, il faudrait peut-être l'anticiper. C'est un petit peu ça que vous dites, quoi. Ah bah oui, c'est carrément ça que je dis, oui. C'est-à-dire que là, si on fait rien, c'est certain que le chômage va continuer à augmenter. Pourquoi? Parce qu'en face, les scientifiques, la recherche et le développement, ils ne s'arrêtent pas. Hein. Donc là, ce qui nous prépare, vous avez dû entendre parler dans les journaux, là vous prenez n'importe quel journal, les imprimantes 3D, les robots, les logiciels, l'intelligence artificielle, enfin. Donc on n'est pas du tout au bout du système, on est au bord d'une nouvelle marche, alors qu'on a déjà 5 millions de chômeurs à Pôle emploi. Donc il faut tout de suite s'y attaquer là, sans attendre. D'accord. Mais sinon, quand même, le bénéfice social, il va être réel, ou est-ce qu'on ne s'adresse pas un petit peu à un citoyen idéal imaginaire qui fait que quand on va avoir plus de temps, qu'est-ce qu'on va en faire? On va venir au café, on va être devant la télé à... Il y a des gens peut-être qui vont aller au théâtre ou s'occuper de leurs enfants, faire du sport. Mais moi, par exemple... Le truc, c'est qu'il y a déjà, aujourd'hui, il y a des gens, ils n'ont plus les moyens d'aller se prendre un café parce que à partir du 20 du mois, ils n'ont plus d'argent. Il y a des gens qui ne peuvent pas amener leurs enfants au cinéma alors qu'ils aimeraient bien les emmener parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et donc, en fait, remettre des gens sur le marché du travail, déjà, ça va créer de l'activité.
Après, ce que les gens vont faire de leur temps libre, Ça, voilà, ça ouais. c'est pas à l'État et c'est pas aux politiques de savoir. Chacun fait bien ce qu'il veut. Moi, ce que je vois, c'est que quand les gens ont eu le dimanche, ils se sont pas ennuyés. Quand les gens ont eu le samedi, ils se sont pas ennuyés. Et puis il y a tellement de choses à faire, y compris grâce à la technologie. Aujourd'hui, on a des accès à tout le savoir. Quand on voit tous les films qu'il y a à voir, tous les livres qu'il y a à voir, toutes les assos qui demandent des bénévoles, toutes les personnes qui n'ont pas le temps de bien s'occuper de leurs enfants, de leurs petits-enfants, je ne suis pas inquiet sur le fait que les gens vont trouver leur temps et surtout, chacun fait comme il veut. D'accord. Bon, bah, en même temps, je disais ça, mais c'était pour vous tester parce que là, moi, en l'occurrence, j'ai posé une RTT, je vais prendre le petit à l'école, on a un rendez-vous médical. Donc continuez, hein, parce que s'il faut dans la rue pour ça, j'y vais, moi. Et ouais, quand les papas vont chercher les enfants à l'école, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que ça remet de la parité et ça, on va continuer. Eh ouais, bon, allez, bonne continuation. Hein. Bonne journée. Finissez le café surtout. Au revoir. J'ai entendu parler du travail à partager. Yo, il paraît qu'à partir de 32 heures, on engagera des chômeurs. Putain de sa mère de Sahara. Le partage du temps de travail. Ça redonne le peps, Coralie. Oui, du temps pour nous, pour les autres. Suite à des perturbations qui ne sont pas vraiment dans la ligne de la charte que Nouvelle-Donne s'est donnée, le peuple qui tracte se révolte. Moi, je tracte pour une cause, ok? Je bosse pas pour des mecs qui veulent se faire élire député en se tamponnant le coquillard de la charte. Non, ces arrivistes, je veux pas leur faire gonfler leur ballon d'audience. Eh, Nouvelle-Donne, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Et leur ballon, on peut le faire péter quand on veut. Alors chacun sa place. Et moi, je tracte. Il faudrait pas essayer de venir m'entuber, parce que sans nous, vous êtes rien. Oh, qu'est-ce que t'as? Jacques, j'ai l'impression que certains vieux démons de la politique reviennent hanter ce parti qu'on vient de construire. Ils sont là par l'odeur alléchée. À force d'être alléchés, j'ai peur que ça finisse par puer tout ça. Calme-toi, c'est pas grave. Attends, non mais on s'implique tous. On conjugue le verbe s'impliquer à toutes les personnes du pluriel, du singulier. Et c'est par notre implication qu'on fait changer les choses. Oui, on les fait changer doucement, mais ça change, je te le promets. On est des milliers à croire et à vouloir que la politique, ça devienne quelque chose de différent. Et bientôt, on sera des centaines de milliers, peut-être même des millions. Oui, j'ai le droit de rêver un petit peu. Tu sais quoi? On a déjà commencé à la faire changer, notre politique. Oui, on a réussi à l'améliorer. Mais j'ai peur que maintenant, avec ces fouteurs de merde, tout ça, ça s'écroule. Et que notre rêve, il s'envole en fumée. Eh, c'est pas si simple. Écoute, on est les fondations de la Nouvelle-Donne. Oui, on est le ciment, on est les briques. Et si tout ça, ça commence à s'effriter, qu'est-ce qu'on va devenir après? Tu sais c'est qui les mecs qui nous gouvernent? Tu sais qui c'est? C'est des mecs qui tournent autour d'un seul axe. Tu sais ce que c'est cet axe? C'est pas leur queue. Non, c'est le pouvoir. Et ces gens qui veulent le pouvoir, moi j'en veux pas. Alors soit on va au bout de notre rêve et on continue à croire à ce qu'on a commencé à faire et on construit sur du concret, du solide, du démocratique. Soit la vaseline, de toute façon, j'en veux pas. Allez, maintenant passons à notre dernier sujet du jour, Jean-Daniel. Le revenu de base. Bonsoir Julien Dournion, merci de nous accueillir chez toi, dans un endroit qui n'est pas en travaux. T'as pas aménagé il y a tout récemment, mais il y a des petites taches sur les fauteuils, il y a des miroirs un peu vintage, non? Je vais le prendre bien. Là, peut-être, c'est ça, c'est un peu... Ça, c'est d'origine, en réalité. Et puis peut-être parce que la vie n'est pas lisse. Hein, dans la vie, il y a des taches, il y a des plis. Et donc, c'est à l'image de la vie. D'accord, c'est une réponse qui se tient, très bien. Alors, pour continuer, en 2 mots, est-ce que tu peux nous dire donc, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? À l'origine, je suis professeur de sciences économiques et sociales en lycée public. Ensuite, j'ai travaillé à l'UFC Que Choisir, dont j'ai dirigé les études et la communication. Et puis, récemment, j'étais conseiller au cabinet du ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg. Et j'ai rejoint Nouvelle-Donne quelques mois après sa création, et été candidat d'ailleurs sur la liste Île-de-France aux Européennes. D'accord. Et donc, toi, tu arrives avec une idée, c'est pour ça qu'on vient te voir ce soir, c'est le revenu de base, le RDB. Qu'est-ce que c'est que ce RDB? Il sort d'où? C'est quoi? Le revenu de base, qui porte aussi d'autres noms, comme dividende universel ou revenu d'existence, c'est un revenu qui a 3 propriétés fondamentales pour bien le comprendre. C'est un revenu qui est universel, c'est-à-dire qu'il est versé à tout le monde. Enfants, adultes, personnes âgées, sans exception. Il est donc universel.
au sein d'une communauté politique. Quand on dit universel, c'est pas dans le monde entier. C'est par exemple en France. Deuxième propriété, il est individuel. Donc il n'est pas versé au ménage, par exemple, c'est-à-dire à un ensemble éventuellement de personnes. Chaque individu, c'est un droit individuel. Troisième propriété fondamentale, il est inconditionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition à remplir pour le percevoir. Comme on va plutôt dans un type de société où l'emploi et le plein emploi va décroître vraisemblablement, comment on va le financer? D'un point de vue arithmétique, on peut facilement financer un revenu de base de 500 € par personne et par mois. Sans, je dirais, porter atteinte à la situation des entreprises françaises dans la concurrence internationale. C'est-à-dire sans changer les traités, avec une France ouverte au commerce international. Voilà. Alors évidemment, ça oblige à simplifier le système fiscal. Un certain nombre d'allocations seront supprimées parce qu'elles font doublon avec le revenu de base. Si les enfants touchent le revenu de base, évidemment, les allocations familiales n'ont plus de raison d'être. Le RSA n'a plus de raison d'être. La prime pour l'emploi qui vient d'être fusionnée avec le RSA n'a plus de raison d'être, etc. Donc c'est à la fois le produit de la simplification fiscale, et donc on supprime un certain nombre d'aides faisant doublon avec le RSA, et c'est en même temps une réforme fiscale à faire, qu'on peut soit orienter vers des cotisations sociales, donc c'est une réforme autour de la CSG, une CSG progressive, soit à la méthode Piketty, plutôt autour de la fiscalité, c'est-à-dire de l'IRPP, l'impôt sur le revenu. D'accord. Je dirais le gène du changement qu'apporte le revenu de base sera introduit, c'est-à-dire que désormais, une partie du revenu de droit sera découplée de l'emploi. Alors ça, je comprends bien, mais j'ai quand même l'impression qu'effectivement, pour les gens, et même pour moi, là, maintenant, quand j'ai compris qu'on ne me laisse jamais tomber, donc quand je ne serai jamais, entre guillemets, SDF, comme maintenant on peut être SDF sans avoir aucun revenu, j'aurai toujours ce revenu de base. Par contre, quand j'ai un travail, admettons en CDI, ou même un CDD, 2 mois, 3 mois plein, le revenu de base, comme tu dis, comme il ne vient pas s'additionner au salaire... Il vient s'additionner. Ah, il continue à Il est inconditionnel. Il est inconditionnel. C'est-à-dire que je n'ai aucune condition à remplir. Et je précise au passage que du coup, ça libère l'État de sa tâche de surveillance des individus. Sur le RSA aujourd'hui, les individus doivent transmettre chaque trimestre l'état de leur situation. Est-ce qu'ils ont travaillé 4 heures, 6 heures, 12 heures? C'est compliqué. Les individus, c'est hyper compliqué. Ça mobilise un nombre de fonctionnaires incroyable. Les individus sont en quelque sorte pris dans une espèce de tenaille, parce que s'ils déclarent leurs heures, ils perdent une partie de leur RSA. Donc c'est comme s'ils travaillaient presque pour rien. Donc ils sont plutôt tentés de tricher. On met les individus en situation de tricher, l'État de mobiliser des fonctionnaires pour surveiller leurs citoyens. Ces aides conditionnelles sont pas efficaces. Elles sont stigmatisantes, et c'est ce qu'on appelle des trappes à pauvreté, c'est-à-dire qu'une fois que les gens sont dedans, pour en sortir, c'est compliqué. Le revenu de base, il est inconditionnel. Donc c'est fini les arbitrages. Est-ce que je déclare pas? Est-ce que je... On simplifie, c'est du positif, on est inclusif, on inclut les gens. D'accord. Et si on me dit, ben oui, mais alors il y a des gens qui vont vouloir rien faire, ben, je leur dis, essayez de vivre avec 600 € par mois. Voilà. Et de toute façon, même si le revenu de base n'existe pas, ces aides, ils arrivent un peu à les avoir, il y a le RSA, de toute façon on le fait. C'est ça. Voilà. Alors plutôt que de le faire en simplifié, plutôt le faire en inconditionnel, et plutôt de le faire en côté positif, inclusif, plutôt que de dire vous êtes des assistés, vous êtes des losers, vous n'avez pas réussi votre vie, on vous donne une sorte de charité comme ça parce qu'on est quand même sympa, on ne veut pas que vous creviez dans la rue. Non, le revenu de base justement, ça renverse toute cette espèce de système négatif et ça ramène l'individu dans la société. Alors justement, on y vient, ça vient d'où cette idée de revenu de base? Oh là, c'est très ancien. C'est ancien, c'est nouveau? Il y a eu c'est 15e siècle, voilà. Mais enfin, la proposition, je dirais, la plus aboutie que l'on connaisse, c'est celle de Thomas Paine, qui est un philosophe du 18e siècle. D'accord. Et qui franco-américain, qui a beaucoup contribué d'ailleurs à la rédaction de la Constitution américaine, et qui, dans un petit opuscule qui s'appelle Justice agraire, un petit opuscule de 20 pages, tient le raisonnement suivant. Il dit, la terre, parce qu'à l'époque la terre était la principale source de richesse, il dit, avant qu'il y ait des propriétaires, la terre n'appartenait à personne.
ce qui est vrai. Dieu n'a pas créé les droits de propriété. Et il se trouve qu'avant qu'il y ait les propriétaires, la terre avait un rendement. Il appelle ça le rendement de base. Cette production, même sans travail, finalement, quelque part. Bah, il dit, la terre appartient, la terre a un rendement. 2, la terre appartient à tout le monde au départ. Et 3, nous sommes égaux. Conclusion, chacun devra avoir une petite part du rendement de la terre. Il me semble qu'il y a aussi une notion, parce que j'ai lu un peu des choses là-dessus, qui sont la valeur ajoutée, quelque part. Aujourd'hui, bon, c'est plus la terre qui est principale productrice de richesse, en volume. C'est l'intelligence humaine. C'est ce qu'on appelle le progrès technique, c'est quoi? C'est de l'intelligence humaine. Le revenu de base peut se justifier en disant le progrès technique dont bénéficient les entreprises et qu'utilisent les entreprises est une production sociale, ça veut dire qui ne pourrait pas exister si la société n'était pas ce qu'elle est. Sans la société, ces entrepreneurs ne seraient rien. Sans Marie Curie, ces entrepreneurs ne seraient rien. Sans les centres de recherche, oui, mais financés par le public, financés par l'État, mais même sans la culture, sans Picasso, sans ce qui fait la France, sans les infrastructures, sans le système éducatif, sans le patrimoine scientifique et culturel de la France, il n'y aurait pas de progrès technique. Et si aujourd'hui cette interview a lieu, dans les conditions qui sont celles que nous connaissons, c'est avec cette caméra, cet éclairage, parce qu'il y a eu des générations d'ingénieurs pour inventer cette caméra, pour inventer cette lumière. Donc on bénéficie que d'un héritage. Et tout producteur bénéficie d'un héritage. Le revenu de base, c'est la juste redistribution d'un héritage collectif, qui n'appartient à personne et donc à tous. Une entreprise qui crée 100 de valeur ajoutée, en fait, il y a à peu près 15%... Qui vient de l'héritage, quoi. Oui, exactement. Du contexte. Exactement. D'accord. Tu vois, je sais pas si parce qu'il fait chuchoter, mais je me suis un peu retroussé les manches. Bon, je suis peut-être pas un si grand fainéant que ça, et on va partir alors pour expliquer ce revenu de base et essayer de le défendre. Ah, le revenu de base, c'est la condition de l'intermittence. Voilà. Et d'un certain point de vue, les artistes sont en avance. Voilà. Que fait un artiste? Il n'est pas en plein emploi, un artiste. Il n'est jamais en plein emploi. Il est en pleine activité. Et dans cette pleine activité, il y a une période d'emploi et des périodes de non-emploi. Est-ce que ça veut dire qu'il est exclu? Qu'il est en échec? Pas du tout. Est-ce qu'un artiste qui n'est pas dans un contrat parce qu'il n'est pas en train de jouer, mais il est en train de réfléchir à sa prochaine pièce, il lit des pièces, il réfléchit, il est en train de créer, il est chez lui, dans un cadre chez lui, quoi, informel, est-ce qu'il est exclu? Non, il est en activité, ça pose aucun problème à la société. Donc les individus, peu à peu, vont avoir à peu près les mêmes rythmes, je dirais, que les artistes, c'est-à-dire des périodes d'emploi, des périodes de non-emploi, mais toujours en activité. Ce qui compte, au fond, pour un individu, dans la société de demain, ce n'est pas d'avoir un emploi 45 ans d'affilée. D'ailleurs, même les gens ne le veulent pas. Les jeunes, ils ne le veulent pas. Voilà. Donc c'est d'exister par le travail. Non, c'est d'être en pleine activité. C'est ça, voilà. Enfin, par la valeur positive de l'activité, effectivement. L'activité, que j'apprenne une langue étrangère, que je sois dans un emploi, que je ne sois pas dans un emploi, que je travaille dans une association, c'est l'activité. Donc il faut rechercher une société de pleine activité et pas de plein emploi. Merci Julien, effectivement, j'espère que cette émission va donner de l'espoir. En tout cas, nous, on a consacré un peu de temps, sans revenu de base, mais du temps bénévole aussi, du temps libre, de l'énergie. Mais je voudrais dire une dernière chose, c'est que ce n'est pas une utopie très lointaine, c'est-à-dire qu'il faut y aller. Et je tiens d'abord que les Verts l'ont inscrit dans leur plateforme programmatique, que le parti Podemos l'a inscrit dans sa plateforme programmatique. Donc, il est l'heure. Donc, c'est une idée qui travaille vraiment la société. C'est une idée qui travaille. Donc, il faudra du temps de mise en œuvre, etc. Mais c'est la tendance, c'est la pente de la société. De même qu'on dit qu'il y a une baisse du temps de travail, que ça fait un siècle que ça dure, cette baisse du temps de travail, et que ça va continuer, qu'il faut baisser le temps de travail, il faut qu'on imagine une nouvelle distribution des revenus qui correspondent aux enjeux du XXIe siècle. D'accord. Ben, merci Julien, c'est une belle note d'espoir. Merci. Et maintenant, apéro, Jean-Daniel? Allez, apéro Coralie. Putain, je viens d'apprendre un truc, ça m'a déplié la rondelle. Encore des conneries. Alors, Joe, une Dortmunder avec salière, et toi, Phil, Vous avez entendu parler du revenu de base? Tu veux dire le SMIC? Non, non.
Ah oui, non, je vois ce que tu veux dire. Ça s'appelle le RSA. Non, c'est un truc, ça s'appelle le revenu de base. C'est un truc, on te donne de l'argent, simplement parce que t'es en vie. Encore des conneries. Comme ça, sans condition? Exactement. J'ai soif. Ah oui, pardon. Phil? Un laga. Une Dortmunder avec salière et un laga. Alors? C'est un parti qui propose ça. L'idée, c'est de faire comme la Sécu ou les retraites, tu sais, on parle le système par répartition. Depuis ta naissance jusqu'à ta mort. C'est des conneries, tout ça. Sauf si c'est rétroactif. Je veux dire pour ma naissance. Hein. Là, c'est toi qui dis des conneries, là. Non, simplement, on te donne une somme tous les mois, sans aucune condition. Même aux femmes? Mais t'es con ou quoi? Évidemment, tout le monde, j'ai dit. Il craint que sa femme se tire. Pas du tout, c'est juste pour savoir. Et que tu bosses ou pas? De toute façon, bientôt, il n'y aura plus de travail pour tout le monde, à cause de leurs robots. Sauf que si tu bosses, ça rajoute. Ça veut dire, si j'ai bien compris, que je peux continuer mon boulot, mais peut-être pas à plein temps. Parce qu'il faut pas croire, hein, mais c'est crevant ce boulot. Ouais, quand tu fais ton boulot. Tiens, un laga et une Dortmunder. T'imagines l'histoire quand même? Plus personne galère. Elle finit la grande pauvreté. Arrête de rêver. C'est quand même un peu énormément utopique ton truc. Pas du tout, parce que le mec de Nouvelle Donne, c'est le parti. Il a expliqué comment il financerait s'ils étaient au pouvoir, et ça se tient. Enfin, moi, ça a paru logique, en tout cas. Moi, je dis que c'est pas impossible. Faut voir. C'est des conneries, mais faut voir. En tout cas, c'est nouveau. Hein. Pas vraiment, parce que déjà au XVIe et au XVIIIe siècle, il paraît qu'il y a déjà des mecs qui en parlaient. Et le mec du XVIIIe, là, Thomas Paine, c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il compare avec le rendement de la terre. Tu prends un lopin de terre avec des arbres fruitiers dessus, ça pousse naturellement, mais si quelqu'un s'en occupe, tu peux augmenter la quantité et la qualité des fruits. Et donc le mec, il dit, ce qui pousse naturellement sur la terre, c'est à tout le monde, y compris les fruits. Ça fait partie de la propriété collective. Mais si quelqu'un s'en occupe, tout le surplus, il est pour lui, normal. Tu rigoles? Il y a toujours un type qui va dire que la terre lui appartient parce qu'il l'a vue en premier. Et le sens de l'histoire, qu'est-ce que t'en fais? La nuit du 4 août? J'étais en vacances. Mais non. L'abolition des privilèges, c'est de l'histoire. La Révolution française. Et l'histoire, c'est qu'avant, on bossait 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Et qu'aujourd'hui, t'as le droit, avant de retourner voir ta femme, de t'arrêter boire un coup ici, pour que je t'écoute raconter tes conneries, et que je t'offre un peu d'humanité après ta journée avec tes machines. Exactement. Et tes robots et tes machines, tu sais d'où qu'ils viennent? De Chine, de Corée, je ne sais pas, moi. Quand ton patron, il achète un robot, c'est pour remplacer les ouvriers, toi, un jour. Mais ce robot, il a été fabriqué par des générations successives d'inventeurs et de techniciens qui ont bénéficié d'un système d'éducation collective financé par la collectivité. Et donc ce robot, il appartient quelque part à cette collectivité. Et pas de raison que ça profite simplement qu'à son seul propriétaire. Du coup, que ça revienne à chacun sous forme d'un revenu de base, ça semblerait normal. Ouais, moi je trouve que ça se tient. C'est des conneries. Plus personne va vouloir bosser. Tu disais toi-même qu'il y aurait plus de boulot pour tout le monde. De toute façon, si t'arrêtes de bosser, tu vas t'emmerder. Ouais, franchement, toi, t'arrêterais de bosser ou t'essaierais de bosser moins? Moi, c'est ce que je disais. Je bosserais moins. Avec le revenu de base, je gagnerais pareil. Mon patron, il embaucherait un chômeur et ça lui reviendrait pas plus cher. Ouais, et les vaches seront bien gardées. C'est des conneries! Ouais. La connerie, c'est de pas voir l'évolution du monde. Faut s'adapter, faut trouver des solutions si on veut pas que tu nous pètes à la gueule. Il y a même des prix Nobel qui sont pour. Ah bon? Ouais, franchement, t'y crois, toi? Retour au plein emploi, retour à la croissance? C'est vrai, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu, celle-là, oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Si ça marche, je changerai peut-être de boulot, faire un truc que j'aime. J'aurai l'impression d'apporter quelque chose à l'humanité, à ma vie. Allez, à notre santé. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve bientôt, promis, pour une nouvelle émission. Oui, Coralie, le thème en sera le verre.
allez le vert, allez le vert. L'écologie, Jean-Daniel. Oui, parce qu'à l'avenir, il faudra avoir les mains vertes plutôt que les mains sales, si vous voyez ce qu'on veut dire. Allez, bye bye. À très vite. Et Polo, qu'est-ce que tu es Polo, qu'est-ce que tu crois Et Polo, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, Polo?